J'ai pas vu si c'était... Voilà, ce débat que vous avez vécu en direct. On va rester en direct depuis la Louisiane pour voir ces toutes dernières images. Vous voyez, on est en train de se congratuler. Donald Trump rejoint son épouse qui a suivi ce débat. Un débat qui a été notamment durant les 20 premières minutes d'une agressivité rare. Hillary Clinton doit être aussi du côté de Bill Clinton, qui lui a été directement attaqué par Donald Trump. Vous allez l'entendre dans quelques instants. On vous a sélectionné les meilleurs extraits de ce débat qui a duré à peu près 1h30. Vous voyez Bill Clinton qui véritablement a été pris à la gorge à un moment donné par Donald Trump. 20 premières minutes qui ont été extrêmement brutales. On va tout de suite rejoindre Laurent Saïm et garder toujours un œil sur ces images. Hillary Clinton qui salue les personnes qui lui ont donné la réplique, qui lui ont posé des questions durant ce débat. Nous sommes en plateau avec Olivier Piton et Soufiane Al-Sabag. Vous êtes l'un et l'autre des spécialistes, notamment de cette droite américaine qui est en train d'imploser. On a vu durant les 72 dernières heures une partie des caciques du Parti républicain, que ce soit McCain qui a été candidat, que ce soit Condoleezza Rice qui a été à la tête de la diplomatie américaine, mais encore d'autres, Mitt Romney, l'ancien candidat aussi, retirer leur soutien, dire qu'ils ne voteront pas pour Trump à cause d'un enregistrement d'une vidéo où Donald Trump tenait des propos absolument ordurier sur les femmes. C'était il y a 10 ans. On l'a vu essayer de redresser la barre durant ce débat. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez eu l'impression que Trump était un peu moins, pouvait garder le pouce en l'air comme il est en train de le faire et qu'il s'en est à peu près sorti? Olivier Piton. D'abord, c'est sans doute le débat le plus violent et le plus agressif que l'on ait pu voir depuis le début des débats à la télévision aux États-Unis depuis 1960. Ah, carrément. De Oui. mémoire, parce que vous les connaissez bien, l'un et l'autre. On n'a pas vu de débat aussi agressif que ce qu'on vient de voir. Vous avez un des deux candidats qui a dit que s'il était élu, mettrait l'autre en prison. Le même candidat a accusé le conjoint de la candidate d'avoir violé en 1975 une fille de 12 ans, qui avait 12 ans à l'époque. Oui, on a eu une violence durant le premier quart d'heure, comme vous l'avez dit, qui était absolument incroyable. On va réentendre ces différents extraits. Vous avez le même sentiment, Soufiane? Totalement, il y a une violence verbale, physique, extrême de la part de Donald Trump qui, très tôt dans le débat, a agressé en quelque sorte Hillary Clinton physiquement en se tenant très près d'elle, en la fixant, en s'adressant directement aux Américains, en regardant la caméra. Ça a été extrême, beaucoup de présence physiquement et encore une fois verbalement avec tout ce que Olivier vient de citer. Sur le fond, les affaires qui ont été citées par Donald Trump pour attaquer la personne d'Hillary Clinton. Laurent Saïm, vous êtes avec nous en direct. On voit Bill Clinton qui a été prise à partie directement. Vous vous attendiez à une telle violence dans ce débat et d'après vous, à qui est-ce qu'elle a servi? C'est lamentable. Laurence, je vais vous reposer la question, la liaison n'était pas encore établie. Est-ce que ça vous a surpris la violence de ces débats et surtout, d'après vous, à qui est-ce que ça a servi? Écoutez, moi, ce qui m'a surpris, Olivier, c'est de voir surtout que lorsqu'ils sont arrivés, ils ne se sont pas serrés la main. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare parce qu'il y a dans la politique américaine une règle de civilité, de respecter au départ d'un échange dans un débat présidentiel l'autre et de serrer la main, ça ne s'est pas passé. Ce qui m'a frappé, c'était effectivement ce que vos invités ont dit, c'est-à-dire cette violence, ces attaques extrêmement personnalisées de Donald Trump contre Hillary Clinton, d'elle aussi contre lui. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est la différence de questions et de thèmes entre nous, ce qui nous intéresse et ce qui fait la polémique, et ce dont les Américains se préoccupent. On a vu des questions du public et des réponses très précises de la part d'Hillary Clinton, mais aussi de Donald Trump, sur des thèmes qui intéressent cette Amérique qui vote et notamment les indécis. Il y a autre chose qui m'a frappé, c'est à quel point justement les indécis et les gens qui voulaient voter Bernie Sanders sont un atout d'une certaine manière à récupérer pour
pour chacun des candidats. Donald Trump a cité 4 fois Bernie Sanders, Hillary Clinton également. Ça, c'est un élément où on a l'impression quand même qu'Hillary Clinton n'est pas si sûre d'elle par rapport à tout ce qu'on dit depuis 48 heures. Et puis la dernière chose qui m'a frappé, Olivier, très rapidement, eh bien, c'est la posture physique des deux candidats. Vous aviez véritablement Donald Trump qui ignorait complètement Hillary Clinton et qui par moments lui tournait le dos, et elle qui était très souriante, un peu suffisante, comme si c'était déjà fait. Pour le moment, personne ne sait de quelle manière ce débat va jouer chez les indécis qui vont déterminer, en tout cas qui semblaient déterminer avant la parution de la vidéo, cette élection. Joute verbale, joute physique aussi. On s'est impressionné comme dans un match de boxe ou de catch. Ça a commencé très vite. Évidemment, tout le monde avait en tête cette fameuse vidéo, ces enregistrements d'il y a 11 ans où Donald Trump, à l'époque présentateur de télévision, parlait des femmes de manière ordurière. Eh bien, c'est venu sur le tapis au bout de 3 minutes. Oui. On va regarder ce premier extrait. J'ai dit que c'était le genre de choses dont on peut parler dans les vestiaires entre hommes. Je n'en suis pas fier. Je me suis excusé auprès de ma famille, auprès du peuple américain. Je n'en suis pas fier, mais ce sont des choses qui se disent. J'ai travaillé dans le monde des affaires où les gens n'ont aucune pitié les uns pour les autres. Vous savez, il y a aussi des guerres qui déchirent des pays. On est, j'ai l'impression, retourné au Moyen-Âge. Il y a des carnages absolument partout. Et cette vidéo, c'est une vidéo qui date maintenant de 11 ans. J'ai manqué de discernement. Maintenant, la question est d'éliminer l'État islamique. Juste une précision. Est-ce que vous dites ce que vous avez dit dans ce bus il y a 11 ans? Vous n'avez pas procédé à des attouchements sans consentement de femmes, les embrasser sans leur consentement? Personne n'a plus de respect pour les femmes que moi. Non, vous dites que vous n'avez jamais fait cela. Très honnêtement, c'est le genre de propos que l'on entend régulièrement. Alors c'est gênant, mais j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Est-ce que vous avez fait ces choses-là? Et elles en ont pour moi. Ce que nous avons tous vu et entendu vendredi, eh bien, c'était Donald qui évoquait les femmes. Ce qu'il pense des femmes, ce qu'il fait aux femmes. Et il a affirmé que cette vidéo n'est pas représentative de sa personne. Mais je pense qu'il va sans dire que pour quiconque a entendu ces propos, eh bien, nous savons que cela représente exactement celui qu'il est. Nous l'avons vu au cours de la campagne, nous l'avons vu insulter des femmes, nous l'avons vu violer des femmes. Nous l'avons vu également qu'il leur donnait des notes allant de 1 à 10. Nous avons vu qu'il a mis mal à l'aise des femmes à la télévision ou sur Twitter. Nous l'avons vu après le premier débat. Il a passé presque une semaine à dénigrer une ancienne Miss Univers en l'attaquant de manière personnelle, de manière extrêmement blessante. Voilà donc qui est Donald Trump. Ce sont des blagues de vestiaire, on ne va pas en faire toute une affaire. Grosso modo, c'était l'axe de défense de Trump. Est-ce que vous pensez que dans son électorat, pas l'électorat républicain traditionnel, mais tous ces Américains, ils sont nombreux, qui ne s'intéressent pas à la politique d'ordinaire et qui l'essayent de convaincre, est-ce que ça porte? Est-ce que pour eux, on a passé l'éponge? C'est très compliqué. Je pense que les chiffres montrent, par rapport à tous les sondages qui ont été faits à l'échelle nationale et également dans les États clés, que Donald Trump possède une base électorale très ardente, mais très restreinte également, à peu près 40% des électeurs. Il lui faut conquérir 5 à 7% d'électeurs supplémentaires pour espérer atteindre la Maison-Blanche. Et très visiblement, la défense qu'il a essayé d'utiliser, très généraliste, très grand public, ne risque pas de plaire, à mon sens, puisque elle n'est pas du tout fondée. Elle n'est pas du tout fondée par rapport à la violence des propos qui ont été tenus par Trump dans cette vidéo qui date d'il y a 11 ans, et également par rapport à la violence des idées qui ont été les siennes tout au long de cette campagne. Mais pourtant, ce ton-là, on l'entend dans les meetings, en permanence. Alors, ça n'est pas exactement ces formulations-là, mais globalement, c'est la tonalité, c'est Trump. Il est comme ça, il ne s'en cache pas dans ses meetings, et c'est comme ça qu'il remplit les salles. C'est amusant de voir comment progressivement il s'est retrouvé
a contre-attaqué. C'est-à-dire qu'on a bien vu, d'abord, premier point intéressant, ce sont les modérateurs qui ont eux-mêmes lancé les sujets polémiques. Ce n'est pas le public, ce n'est pas le panel, ce sont les modérateurs. Donc on voulait d'une certaine manière préserver le public américain, les personnes qui étaient invitées à s'exprimer, de la partie un petit peu dure. Ce sont les modérateurs qui ont fait ce sale travail, entre guillemets, de remonter ces points-là. Deuxièmement, on a bien vu au départ que Donald Trump essayait d'esquiver. Il revenait systématiquement sur les sujets économiques et sociaux. Il tentait de s'échapper de l'emprise de ces propos qui étaient tenus en 2005. Et puis est arrivé le moment où effectivement Hillary Clinton l'a ouvertement accusé d'avoir non seulement maltraité les femmes, insulté les femmes, mais même d'en avoir violé. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réagir. Et là, effectivement, vous avez raison, on a retrouvé le vrai Trump, celui qu'on a dans les meetings, celui qui a bâti toute sa popularité durant la primaire sur le parler vrai, sur le refus du politiquement correct et de ses codes dans le pays qui les a quand même inventés. Et effectivement, à ce moment-là, on a eu un peu l'impression qu'il avait pris l'ascendant, parce qu'il a contre-attaqué, il a mis en cause, on l'a vu, Bill Clinton. Et à ce moment-là, je pense que la base qui, effectivement, le suit, continue à le soutenir, a dû approuver. Et je pense que l'élite républicaine, qu'il a déjà perdue depuis bien longtemps et qui vient encore, depuis ces 48 dernières heures, de redire à quel point elle ne soutiendrait pas Donald Trump, a dû encore se pincer le nez. Mais là n'était pas le problème pour lui. Le problème pour lui, c'était de parler à la classe moyenne, à celle qui le soutient, et à tenter, par le langage de la vérité, entre guillemets, de la raccrocher à lui, ce qui n'était pas du tout évident après ces 48 dernières heures qui ont été particulièrement éprouvantes pour lui. Laurence, ça n'est pas la première polémique que doit affronter Donald Trump. À chaque fois, on a l'impression qu'il arrive à s'en remettre, à passer outre. Et on a aussi le sentiment, mais peut-être que c'est un sentiment français, qu'il y a une partie de son électorat qui va dans ces meetings qui n'est pas représentée par les républicains classiques, par les McCain, par les Romney, et que c'est à eux qu'il s'adresse et qu'il continue de s'adresser, et c'est eux qui lui pardonneront toujours jamais tout. Est-ce que c'est le cas d'après vous ? Écoutez, ce qui est très frappant, c'est deux choses, Olivier. On a toujours l'impression en France que les gens qui écoutent Donald Trump sont des débiles mentaux, les obèses, la caricature qu'on fait des meetings de Trump est à mon sens extrêmement dangereuse. Car lorsque vous suivez Trump dans cette Amérique qui n'est pas celle de New York, qui n'est pas celle de Los Angeles, qui n'est pas celle où les gens viennent en vacances dans des hôtels pour regarder à la télévision ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a une Amérique qui souffre et qui aime ce que dit Trump. Et ce qui était très intéressant dans le débat de ce soir, c'est que à certains moments, on a vu ce Trump qui s'adressait à cette classe moyenne qui souffre. Et ça a notamment été le cas au moment où il y a eu une question sur la réforme de santé. Ça nous semble extrêmement abstrait à nous, Français, cette discussion avec ces chiffres sur la réforme de santé. Mais dans une Amérique et dans une société où il n'y a pas de sécurité sociale, où quand vous tombez malade, vous payez avec votre argent pour être remboursé vos frais médicaux, c'est fondamental. La réforme de santé de Barack Obama n'a pas marché, ça a coûté beaucoup d'argent à la classe moyenne et chaque fois qu'on rencontre des gens, c'est leur problème principal et ils en parlent dans leur choix par rapport à cette élection. Et c'était ça qui était très intéressant dans ce débat, c'était de voir que Trump, d'une certaine manière, après avoir évacué le problème de la vie privée, parlait à cette classe moyenne. On va revenir sur un autre moment fort de ce débat. On a beaucoup boxé en dessous de la ceinture, et il y a eu un moment quand même de paroxysme lorsque Trump a directement accusé Bill Clinton d'avoir violé une mineure. Oui, vous êtes bien dans un débat présidentiel sur la première puissance mondiale. Ça s'est passé il y a quelques minutes, vous allez le voir. Je vous conseille juste de regarder le plan de coupe, le moment où Bill Clinton entend ces mots. Il est pâle comme un linge. Bill Clinton a agressé sexuellement des femmes et Hillary Clinton a attaqué ces femmes. Et d'ailleurs, il y en a qui sont présentes ici ce soir. Et une de ces femmes, à 12 ans, a été violée alors qu'elle n'avait que 12 ans.
On voit d'ailleurs dans 2 vidéos Hillary qui rigole au nez de Patty Shelton, cette jeune femme. Elle est ici dans le public ce soir. Et lorsque Hillary soulève ce type de problème et qu'elle parle de paroles qui m'ont échappé il y a 11 ans, eh bien je pense que c'est honteux et qu'elle devrait avoir honte d'elle. Une grande partie de ce qu'il vient de dire est faux. Mais bon, il a le droit de faire fonctionner sa campagne comme il le souhaite. C'est lui qui décide ce dont il a envie de parler, plutôt que de répondre aux questions, plutôt que de parler de son programme, de présenter les plans qui, à notre sens, permettront d'améliorer notre vie et notre pays. Bon, c'est le choix de Donald Trump. Quand j'entends de tels propos, eh bien, je me rappellerai toujours de ce que me dit mon amie Michelle Obama. C'est un conseil qu'elle envoie à tout le monde. Elle dit, quand il frappe en dessous de la ceinture, vous frappez au-dessus. Laurent Saïm, vous avez suivi évidemment ce débat avec nous. Quand vous avez entendu cette phrase-là, est-ce que vous vous êtes dit, à l'image des autres journalistes américains, une ligne rouge a été franchie, ou bien est-ce que c'est possible d'accuser le mari de son adversaire d'être un violeur ? Non, ce qui était très intéressant, Olivier, c'est de savoir exactement ce qui s'est passé avant le début de cette campagne. Il y a eu un pacte, selon nos informations, entre Hillary Clinton, Bill Clinton et Donald Trump. À une époque, Bill Clinton et Hillary Clinton étaient extrêmement amis à New York avec Donald Trump. Donald Trump et Hillary Clinton ont même été à un mariage ensemble. Il y a une photo. Et il y avait eu un espèce de pacte de dire on ne s'attaque pas sur les choses qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, à une époque, était extrêmement proche de Bill Clinton, qu'ils sont sortis ensemble, qu'ils aimaient aller dans des restaurants, qu'ils parlaient de beaucoup de choses de la vie. Et d'après nos informations, eh bien, Donald Trump avait dit à Bill Clinton, pendant la campagne, je ne sortirai pas les dossiers. Et ce soir, en direct, on a vu que le pacte avait été complètement rompu, que c'était la trahison absolue. C'est peut-être ça, d'une certaine manière, la politique pour gagner une élection, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, Donald Trump a sorti les dossiers, et le plan de coupe dont vous parlez sur le visage de Bill Clinton, eh bien, d'une certaine manière, c'est Bill Clinton qui se dit, mon Dieu, il va tout sortir. Et je peux vous dire que d'après nos informations, Donald Trump ce soir n'a pas tout sorti sur ce qu'il sait ou sur ce qu'il croit savoir sur les agissements à une certaine époque de Bill Clinton. Vous voulez nous dire que les dernières semaines de cette campagne vont être encore pires que ce qu'on a vécu ? Alors justement, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce soir, dans ce moment qu'on a vécu, Donald Trump lance un message aux Clinton en disant « Je sais des choses et je vais tout déballer si vous me cherchez ». C'est ça qui s'est passé. Et le visage de Bill Clinton doit être interprété comme ça. Mon Dieu, il sait. Mon Dieu, il va sortir des choses. C'est d'une certaine manière terrible ce qui a été dit, et vous l'avez très justement rappelé. On parle quand même d'une élection pour la présidence des États-Unis, et là, on a l'impression que c'est règlement de compte à hockey choral entre Donald Trump et non pas la candidate, mais le mari de la candidate. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir le visage d'Hillary Clinton. J'ai trouvé qu'Hillary Clinton était pratiquement pendant tout le débat assez en retrait. Elle n'était pas du tout offensive sur, en tout cas, les premières 15 minutes. Elle regardait Donald Trump, elle souriait, et d'une certaine manière, à un moment donné, quand c'est devenu très personnel, elle a essayé, comme Donald Trump aussi à un autre moment dans le débat, de détourner l'attention. À un moment, Hillary Clinton parle à Donald Trump, et Donald Trump essaye de ne pas répondre et part sur l'État islamique, alors qu'on parle de sa vie privée. Et lorsque Donald Trump parle à Hillary Clinton des agissements de son mari, elle détourne l'attention aussi. Donc, ils ne sont pas à l'aise l'un et l'autre là-dessus, mais c'est une joute, ils doivent se défendre, c'est une arène politique, c'était pas très joli à regarder. Trash campaign, on rentre là-dedans apparemment. Ça restera sans doute, ce visage livide de Bill Clinton, l'image de ce débat, et pourtant il n'y a pas participé. Est-ce que d'après vous, Olivier Piton, c'est la stratégie de Trump de jeter l'opprobre, de salir la classe politique, justement pour montrer qu'il n'en fait pas partie? Je crois que Laurence a parfaitement raison. Il y avait probablement chez les deux candidats la volonté de ne pas aller à l'affrontement, mais l'affrontement a été d'une certaine manière scénarisé. On a bien vu comment les modérateurs, dès les 5 premières minutes, ont tout de suite
poser sur la table les sujets trash. On a bien vu que les deux essayaient effectivement d'esquiver le débat. Pourquoi ? Parce que leurs communicants ont bien dû leur dire, et c'est probablement d'ailleurs la vérité dans la plupart des campagnes, c'est que le plus agressif, le plus trash des deux, en général, a tendance à perdre. Ça fait plaisir au monde médiatique, mais les lecteurs ne réagissent pas forcément de manière aussi favorable. Maintenant, la confrontation a été, la conflagration a été totale. Les deux candidats se sont vraiment extrêmement tapés. Pas sûr qu'au bout du15 au-delà de l'image, effectivement, vous l'avez dit, du visage de Bill Clinton, on retienne autre chose de ce débat que ces 15 premières minutes. C'est dommage parce que la deuxième partie du débat était très intéressante, chacun se retrouvant dans une espèce de campagne asymétrique qui à mon avis, avait beaucoup d'intérêt. Au bout du compte, ce que l'on peut dire, c'est que il n'est pas du tout évident que le troisième débat débouche également sur quelque chose de trash. Je pense que les deux ont été un peu contraints. Pas évident qu'il n'ait pas envie de revenir à quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Quand on a entendu les grands leaders républicains ces derniers jours lâcher Trump, sans doute parce qu'ils considèrent qu'il va trop loin, là, il a encore franchi des bornes. Donc il a passé le Rubicon. Il y va tout seul à cette campagne. Oui, totalement. Je pense que clairement la stratégie de Trump, et vous l'avez très bien dit, c'est d'être le candidat du peuple. Et les élites de Washington, justement, il faut s'en distancier le plus possible. Vous avez vu ce sondage qui est paru juste après la publication de ces Trump tapes, que 3/4 des électeurs républicains vont rester avec Trump et souhaitent que le leadership du parti le soutienne. Et on n'a pas du tout vu ça au Sénat. On n'a pas du tout vu ça au sein des gouverneurs républicains qui ont tour à tour quitté, enlevé, retiré leur soutien à Donald Trump. Donc, encore une fois, c'est très très simple. Le schéma de Trump, c'est de dire j'ai 40% des électeurs qui sont avec moi et j'irai jusqu'au bout. Et tant pis pour la classe politique qui cherche à se désolidariser de moi parce qu'il y a les enjeux du Sénat, il y a les enjeux des élections pour les gouverneurs en novembre. Classe politique et grande fortune qui ne soutiennent pas Trump. Ça va ensemble. Il y avait ils ont sorti, Forbes a sorti un sondage il y a à peu près une semaine, 10 jours. Les 100 plus grandes fortunes qui sont classées par Forbes soutiennent toutes Hillary Clinton. C'est-à-dire que ce qui vient d'être dit est très juste. Il y a vraiment une fracture entre l'élite, entre guillemets, républicaine qui a définitivement décidé de désosser Donald Trump, et il y a la base qui lui reste fidèle, et d'ailleurs c'est à elle qu'il parle. C'est elle qu'il cherche à convaincre, à conserver. Ce sont ses mots, c'est son vocabulaire. C'est le candidat anti-élite, c'est le candidat anti-Wall Street, c'est le candidat anti-délocalisation, anti-mondialisation. C'est ce qu'il a essayé de marteler durant la deuxième partie du débat. On est sur les thématiques traditionnelles de Donald Trump depuis le début de sa campagne, y compris sur la campagne des primaires, plus l'immigration bien entendu. C'est ce qu'il a essayé de démontrer. Et c'est vrai qu'Hillary Clinton a peut-être été enferrée dans son rôle un petit peu trop professoral, un petit peu trop docte, mais elle ne parle pas exactement à la même classe moyenne. Et elle ne parle pas aux mêmes catégories de population. On nous cache tout, on nous dit rien, ils combinent entre eux, ils font des affaires entre eux, républicains, démocrates, grande fortune, Wall Street. Il faut lutter contre ça, c'était le fond de sauce de Trump ce soir. Et évidemment, il a pointé Hillary Clinton comme étant au milieu de ce cercle, comme étant la reine des élites. Écoutez. Vous savez, les Américains sont furieux. Les gens qui travaillent au FBI depuis des années sont furieux. Ils n'ont jamais connu un cas tel que le vôtre. Lorsque vous avez été inculpé, vous avez éliminé tous ces emails, toutes les preuves. Donc, moi, je vais nommer un procureur pour qu'il puisse se pencher sur votre cas. Parce qu'il y a des gens dont la vie a été détruite et ils en ont fait beaucoup moins bien beaucoup moins que vous. Je vais vous laisser parler très Veuillez m'excuser, mais tout ce qu'il vient de dire est faux. Bon, ça ne me surprend pas, bien sûr. Lors du premier débat, eh bien, nous avons dit que ce serait impossible de fact-checker Donald tout le temps. Moi, je n'ai pas pu parler de tout ce que je souhaite faire et comment
améliorer la vie des Américains. Donc, une fois de plus, rendez-vous sur mon site hillaryclinton.com. Nous avons la possibilité de fact-checker en direct Donald Trump. Et lors du dernier débat, des millions de personnes l'ont fait. J'espère que des millions de personnes continueront de le faire lors de ce débat. Parce que, vous savez, c'est assez formidable de voir que quelqu'un comme Donald Trump pourrait devenir responsable. Il pourrait devenir responsable de la justice dans notre pays. On vous cache tout, elle ment, elle devra finir en prison, et en plus, elle fait des affaires avec Wall Street. C'est le deuxième moment de la démonstration de Trump. Écoutez. Est-ce que vous avez utilisé cette perte de 900 millions pour éviter de payer les impôts fédéraux? Absolument. Et comme tous les donateurs d'ailleurs qui financent Hillary Clinton, ils ont tous profité de ces coupes fiscales. Alors c'est vrai, il s'agissait d'amortissement pour ces pertes, mais c'était autorisé. Et tout ça, c'est autorisé par Hillary Clinton, pour moi et pour tous ses amis. Moi, je comprends les coupes fiscales comme personne d'autre. Hillary Clinton, elle a des amis qui veulent profiter de toutes ces dispositions, notamment sur les reports, qui est très importante pour ses amis sur Wall Street. Et je pense que c'est une disposition qui va rester dans le code fiscal. Vous savez, moi, j'ai été en faveur de l'abrogation des reports d'intérêt pendant des années, déjà lorsque j'étais sénatrice à New York, mais c'est alors pourquoi vous n'avez rien fait? Bon, vous savez, on avait un président républicain à l'époque. Vous auriez pu le faire, vous auriez pu aller contre votre camp, mais vous ne l'avez pas fait. Laissez-la répondre, elle ne vous a pas interrompu. Vous savez, conformément à notre Constitution, le président a un truc qui s'appelle le pouvoir de veto. Voilà, ça c'était pour le petit ton professoral d'Hillary Clinton que vous mentionniez, Olivier. Lorsque Trump appuie sur « vous êtes la candidate de Wall Street », vous, Hillary Clinton, c'est du pur délire ou il réveille quelque chose chez les Américains? Non, depuis 2008, depuis la crise des subprimes, on a une partie de la population américaine qui s'est paupérisée, qui est en colère, qui est frustrée, qui en veut au système. Et Donald Trump a réussi, au cours de la primaire, à parler à cet électorat. Toute sa stratégie, depuis qu'il est face à Hillary Clinton, c'est de faire d'Hillary Clinton la candidate du système. Donc, il va même jusqu'à dire que puisque lui a pu bénéficier d'optimisation fiscale, c'est parce qu'elle voulait aider, ou plutôt n'a rien fait pour lutter contre ces optimisations fiscales, parce que ça servait ses amis, ses riches amis. Donc il est dans la logique. Faisait partie à l'époque. Dont il faisait partie à l'époque, mais il dit bien que c'était pas pour lui, mais que c'était pour les amis d'Hillary Clinton. Donc c'est la candidate du système, c'est la menteuse, c'est son credo. C'est ce qui permet effectivement d'agréger à lui cette portion de la population qui se cherche à l'heure actuelle un bouc émissaire. Mais c'est aussi Bill Clinton qui déréglemente la bourse dans les années 90. Il déréglemente la bourse, c'est lui qui signe l'ALENA, donc les accords commerciaux entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine. Toutes ces critiques de la mondialisation, dans le pays qui l'a inventé, Donald Trump le porte, ce discours. Il le porte, et ce discours, il est entendu par cette classe populaire paupérisée qui, pour l'instant, le choisit comme porte-parole de ses craintes, de ses crises. Alors, vous qui avez travaillé sur les Tea Party, ce courant qui a chamboulé le Parti républicain et qui était aussi sur ces mêmes thèmes il faut déréglementer, il faut lutter contre le pouvoir fédéral. Comment se fait-il que Trump n'arrive pas à séduire cette partie du Parti républicain ? C'est-à-dire pour le Tea Party? Oui. Au contraire, je pense que le Tea Party fait partie de la base républicaine qui aujourd'hui soutient Trump mordicus. On l'appelle plutôt aujourd'hui alt-right, sur fond, je veux dire, de développement des réseaux sociaux, une archi-présence sur Twitter, etc. Donc c'est cette droite américaine qui justement a tout y compris chez les élus. Absolument. Chez les élus, il y a beaucoup d'élus républicains qui, depuis 2010, sont entrés à la Chambre des représentants, sont entrés au Sénat, sont devenus gouverneurs, sont entrés dans les législatures au niveau des États. Et c'est ce tissu qui, aujourd'hui, à l'échelle fédérale, soutient Trump contre l'establishment républicain qui est beaucoup plus modéré,
beaucoup plus conservateur mais traditionnaliste, s'oppose aujourd'hui à la candidature de Trump et à retirer son soutien. Deux styles, deux candidats. Ce style, on l'a vu aussi, vous voyez les images de ce débat, avec un Trump qui a véritablement occupé l'espace, tourné autour d'Hillary Clinton, sans doute pour l'impressionner aussi physiquement, parce que quand même il est beaucoup plus grand, il en impose. Laurent Saïm, vous avez senti aussi que cette fois-ci, sur ce débat-là, il y avait quelque chose de plus épidermique qui s'est passé ? Oui, absolument. Moi, ce que j'ai senti surtout, c'est ça qui était très intéressant, c'est d'abord que quand vous suivez Hillary Clinton et Donald Trump dans leurs meetings, ils ont toujours ces discours. Et ce soir, l'un et l'autre ont fait la chose similaire. Ils répétaient à certains moments leur discours de campagne. Et je pense que le téléspectateur qui a suivi aura vu la différence. Vous aviez Hillary Clinton qui faisait des chiffres, qui avait l'air très préparée, qui était déjà très présidente dans sa manière d'être. Et vous aviez Donald Trump un peu plus populiste, mais en même temps assez préparé, cherchant à provoquer, se tournant physiquement à un moment donné vers Hillary Clinton, à un moment donné faisant une petite blague en disant avec un grand sourire à Hillary Clinton « I'm a gentleman, je suis un gentleman ». Et c'est ça qui était assez surprenant. Il y avait une différence de ton qu'on voit d'ailleurs sur les campagnes lorsqu'on les suit, qu'on a ressenti dans ce débat beaucoup plus que lors du premier débat. La deuxième chose, Olivier, moi, qui m'a frappé, c'est le côté humain, parce que ce sont des machines politiques, lui comme elle. Alors lui, c'est une machine qui utilise des formules choc et qui fait du populisme. Elle, c'est une machine avec énormément d'expérience, qui ne laisse jamais place à l'émotion. Eh bien, il y a eu un moment très rare dans la politique américaine, c'est à la fin, lorsque un citoyen a demandé à Hillary Clinton de dire quelque chose de bien sur Donald Trump et à lui de faire la même chose. Elle l'a regardé, elle lui a dit « Moi, j'aime bien la manière dont les enfants Trump sont ». Et là, on a vu que l'un et l'autre sortaient un peu de leur machine politique et de leur image. Et on a vu, je crois, un Donald Trump assez ému. Et ensuite, on a vu Hillary Clinton qui était un peu moins rigide que d'habitude lorsque Donald Trump a reconnu que c'était une battante qui n'abandonnait jamais. Ce deuxième débat devait aussi essentiellement être consacré à la politique étrangère. On en a beaucoup moins parlé, mais quand même, elle est arrivée. On a beaucoup parlé de la Russie, parce que la question syrienne a été mise au centre du débat. La Russie, proche de Trump, qui même voudrait intervenir dans cette campagne pour faire perdre Hillary. En gros, Trump est le candidat de Poutine. C'est Hillary Clinton qui a lancé la première salve. Ce qui est en jeu ici, c'est l'ambition et l'agressivité de la Russie. La Russie a décidé que c'est le tout pour tout en Syrie. Et il souhaite également que le prochain président des États-Unis, ce ne soit pas moi, parce que moi, j'ai fait face à la Russie, j'ai fait face à Vladimir Poutine et je continuerai de le faire en tant que présidente. En effet, je pense que sur certains domaines, nous pouvons négocier avec les Russes et c'est parfaitement acceptable. C'est ainsi que nous avons négocié un traité pour réduire le nombre d'armes nucléaires. C'est ainsi que nous avons négocié également un accord nucléaire sur l'Iran. Vous venez d'entendre parler de la secrétaire d'État. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense qu'à un certain moment... Pardon, mais vous saviez très bien ce qui se passait et j'ai bien peur que Obama vous ait écouté à l'époque. Obama, vous savez, c'est lui qui place le curseur et tout le monde lui a ri au nez. Et pourtant, Hillary Clinton dit qu'elle a tenu tête à la Russie. Et pourtant, leur programme nucléaire en Russie s'est développé ces dernières années. On ne devrait pas autoriser cela. Notre programme nucléaire est vieux, il est presque obsolète, ce qui n'est pas le cas des Russes. Ça, c'est un tapis rouge pour Trump. Il n'a même pas besoin de parler, il l'incarne, cette politique étrangère beaucoup plus dure. Il a matière à appuyer sur le bilan de la politique étrangère d'Obama et notamment sur la Syrie. Oui, absolument. On voit le désastre qu'est la Syrie aujourd'hui. On ne sait pas vraiment si c'est la faute d'Obama, mais en tout cas pour les électeurs de Trump et pour Donald Trump lui-même, c'est clairement la faute d'Obama. Et donc si c'est la faute d'Obama, c'est la faute de sa secrétaire d'État pendant 4 ans. Et donc c'est une ligne d'attaque effectivement très très facile de la part de Donald Trump, qui, à l'occasion, en profite pour lever 2 ou 3 mensonges, notamment l'affaire des 5 milliards de dollars en liquide
qui auraient été envoyés à l'Iran. Ça, c'est typiquement le genre de mensonge qu'on voit sur les sites conservateurs, qui tournent sur Twitter, qui sont relayés par l'alt-right, les soutiens sur Internet de Donald Trump, et parfois même par des sénateurs du Tea Party, notamment Ted Cruz, qui est très très fort en retweetant systématiquement ce type de message, qui se propage dans l'alt-right, l'espèce de fachosphère à l'américaine, et qui sont relayés ici, dans un débat présidentiel, devant plus de 80 millions de personnes, par Donald Trump. Et c'est hallucinant. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Calomnie ou pas Trump, candidat de Poutine. On voit même des photos qui sont postées sur les réseaux sociaux de tags où on voit Trump qui embrasse Poutine sur la bouche. Ça sort d'où? Parce que comme il l'a dit, il n'a jamais mis les pieds en Russie. À mon sens, il n'a pas d'intérêt en Russie. C'est une pure construction démocrate? D'abord, ce débat démontre d'une certaine manière la grande victoire de Vladimir Poutine, puisque la Russie a été le centre de la partie concernant la politique étrangère. Donc, belle victoire de la Russie qui s'est retrouvée au centre du jeu. Deuxièmement, on a revu les deux antagonismes idéologiques. D'un côté, Hillary Clinton très interventionniste, très agressive à l'égard de la Russie et de Vladimir Poutine, expliquant qu'elle ne se laisserait pas faire et qu'elle était capable de résister à Vladimir Poutine. Et de l'autre côté, sauf sur l'État islamique, ce qui n'est évidemment pas rien, mais quand même, Donald Trump plutôt sur une position non interventionniste, classique, plutôt isolationniste. Il dit d'ailleurs clairement que lui est plutôt enclin à avoir de bonnes relations avec la Russie et que c'est le plus sûr moyen de pouvoir lutter efficacement contre Daesh. Donc on a deux positions idéologiques très antagonistes. Et maintenant, effectivement, après on se retrouve dans le jeu de la campagne. Donald Trump qui, encore une fois, accuse Hillary Clinton d'être responsable d'absolument tout. Hillary Clinton et Barack Obama. Et Hillary Clinton qui fait le procès en incompétence et en méconnaissance des dossiers de Donald Trump, lorsqu'elle dit, visiblement, Donald Trump connaît mieux la politique étrangère que les 200 généraux qui sont en poste. Donc on est sur du classique. Ce qui est toujours intéressant, c'est de voir qu'au bout du compte, petit 1, la Russie est le centre. Petit 2, l'un est vraiment sur des positions isolationnistes, c'est Donald Trump, et l'autre est beaucoup plus interventionniste. Paradoxalement, c'est Hillary Clinton. Oui, les démocrates interviennent absolument que les républicains, ça fait partie des a priori qu'on a beaucoup. Laurence, c'est compliqué quand on est Hillary Clinton d'assumer le bilan de la politique étrangère d'Obama? Oui, c'est très compliqué parce que à la fois, elle ne peut pas critiquer le président et en même temps, lorsqu'on a suivi en tant que journaliste la Maison-Blanche, on sait qu'à de nombreuses reprises, eh bien, il y a eu des différends entre la manière dont la Maison-Blanche gérait des dossiers de politique étrangère et la manière dont Hillary Clinton voulait s'occuper des affaires du monde. Alors, il y a une blague à Washington qui, comme vous le savez, Olivier, est un monde impitoyable et la blague qu'on disait en 2009 au moment où Barack Obama est arrivé à la Maison-Blanche, c'est qu'il ne voulait pas d'Hillary Clinton près de lui et qu'il l'a nommée secrétaire d'État pour qu'elle soit bien loin de Washington. C'est une blague, mais en même temps, pendant les 2 premières années où Hillary Clinton était secrétaire d'État, on savait, nous journalistes accrédités, que les relations, en tout cas entre les équipes d'Hillary Clinton et de Barack Obama, n'étaient pas simples. Et il y a eu des dossiers où il y avait vraiment des grandes différences. Le dossier afghan, avec notamment un homme très proche d'Hillary Clinton qui s'appelle Richard Holbrooke, qu'Hillary Clinton avait fait nommer pour s'occuper de la guerre en Afghanistan. Les gens d'Obama désapprouvaient complètement la manière dont Holbrooke était. Et puis ensuite, il y a eu le dossier irakien qui était très sensible. Le dossier Ben Laden, au moment du raid sur Ben Laden, c'était intéressant d'ailleurs dans ce débat de voir qu'Hillary Clinton et Donald Trump ont parlé de Ben Laden. Hillary Clinton dit oui, Ben Laden a été tué, mais elle était contre le raid de Ben Laden et elle était contre l'avis des Obamiens. Et donc c'est très difficile pour elle parce qu'elle ne peut pas critiquer Barack Obama. Elle l'a critiqué en privé sur notamment la gestion de la Syrie, mais en même temps, elle n'est pas à l'aise là-dessus. Et ça, Donald Trump le sait. Et quand vous connaissez encore une fois les relations entre Hillary Clinton et Barack Obama, vous sentez que c'était pas facile ce soir pour elle. On va terminer après ce débat qui, on le répète, durant les 20 premières minutes, et vous l'avez tous souligné, a été d'une agressivité sans doute jamais vue dans une campagne présidentielle américaine. On va terminer sur un exercice de style auquel les deux candidats se sont livrés à la demande d'un des participants. Trouvez une qualité à votre adversaire. Il a fallu aller chercher loin. Est-ce que l'un d'entre vous
pourrait nommer une chose positive que vous respectez dans votre adversaire? Mr. Trump, would you like to go first? Well, I certainly will. Oui, bien sûr. Je pense qu'il s'agit d'une question tout à fait équitable, une question importante. Je respecte ses enfants. Ces enfants sont tout à fait capables, dévoués, et je pense que cela dit beaucoup de choses sur Donald Trump. Alors moi, je ne suis d'accord avec pratiquement rien d'autre de ce qu'il dit ou fait, mais je respecte ses enfants. Et je pense qu'en tant que mère, en tant que grand-mère, c'est très important à mes yeux. Moi, je suis en effet très fier de mes enfants. Ce sont des gens qui sont vraiment formidables et je suis vraiment un père très fier. Donc c'est un compliment que je reçois avec joie. Hillary, c'est une femme qui n'abandonne jamais et c'est quelqu'un qui lutte toujours. Je suis en désaccord avec presque tout de ce qu'elle dit. Je ne suis pas d'accord avec son discernement, mais elle se bat et elle n'abandonne pas. Et moi, je trouve que ça, c'est un très bon trait de caractère. Merci. Voilà du contorsionnisme politique. On rappellera, avant de terminer ce débat, que juste avant ce deuxième affrontement entre Trump et Clinton, la candidate démocrate était revenue en tête dans quasiment tous les États, vous savez, qu'on appelle les États vacillants, ceux qui sont déterminants pour cette élection. Ils sont à peu près une quinzaine. Dans tous les États sauf l'Iowa, elle est repassée en tête, c'est-à-dire que si l'élection devait avoir lieu aujourd'hui et si on s'en tient au sondage, ce serait un véritable raz-de-marée des démocrates. Je vais vous poser la question à tous les trois. D'après vous, qui a gagné ce deuxième débat? C'était plutôt Clinton sur le premier. D'après vous, sur ce débat, le résultat, c'est quoi? À qui l'avantage, Soufiane? Je dirais plutôt match nul. Les 20 premières minutes ont été plutôt à l'avantage de Clinton. On a vu Trump apparaître fatigué. Et puis, vers la fin du débat, c'est Trump qui très visiblement a pris l'avantage, à mon sens, parce qu'il a imposé une espèce de défi physique, contrairement au premier débat qui était un défi plutôt intellectuel, où Hillary Clinton était plutôt à son avantage. Et donc, in fine, on ne peut pas vraiment départager les deux candidats sur ce débat. Et vous l'avez dit, il faudra suivre les sondages de très très près pour avoir la vérité des États clés qui vont décider de l'élection. Match nul pour vous. Olivier? Match nul dans tous les sens du terme. Je crois que ce qui restera de ce débat, c'est le côté extraordinairement agressif qui va sans doute renvoyer les deux candidats dos à dos. Je pense qu'on retiendra tellement cette agressivité que le reste sera un petit peu noyé. Ceci étant, comme vous l'avez dit, Hillary Clinton fait la course en tête, donc un match nul la sert, incontestablement. Deuxièmement, on sait aussi pourquoi est-ce que les deux candidats sont aussi impopulaires l'un et l'autre. Ils l'ont malheureusement d'une certaine manière démontré ce soir. Laurence, votre avis? J'ai plutôt l'impression que Trump a dominé. Avant le débat, on se disait tous, est-ce qu'il va continuer? Comment ça va se passer? Plusieurs personnes ici se demandaient s'il allait même participer au débat. Il a tenu. Il survit encore une fois, c'est absolument incroyable. Son équipe est en train dans la spin room, d'après ce qu'on sait, de dire il va continuer. La mise à mort ne s'est pas passée et donc d'une certaine manière, il a gagné le fait qu'il nous prouve qu'il continue. Gagnera-t-il le 8 novembre? Ça, c'est la question. Et on le suivra. Pour tout savoir de cette élection américaine, il y a Laurent Saïm, il y a iTélé. Pour tout comprendre, il y a ces deux ouvrages de nos deux invités que vous avez entendus ce soir, La Nouvelle Révolution américaine d'Olivier Piton et La Nouvelle Droite américaine. Vous voyez que tout est en train de changer dans ce pays et qu'il faut comprendre ce qui se passe pour comprendre les années à venir. Soufiane Al-Sabag, merci à vous deux d'être restés avec nous durant cette nuit passionnante. Et puis, on retrouve la matinale dans un instant avec Florent Peffert. Vos vacances ne sont pas n'importe quelles vacances. Cet hiver, MSC Croisières vous emmène à Cuba, aux Caraïbes ou encore aux Émirats, à partir de 1 049 € vol inclus. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. Mesdames, Messieurs, nous allons atterrir à Sydney. Au sol, il fait 27 degrés et je ne pourrai ni consulter Internet ni envoyer des messages sans payer une blinde car j'ai un forfait qui ne sait pas où est Sydney. Ladies and gentlemen, I have a forfait qui ne va pas du tout, and I have a grosse envie de faire demi-tour. Sinon, avec Free, vous en avez toujours plus, toujours au même prix. Merci Free.
Toute ville a des trésors cachés. Je les découvre en Hyundai i20. En ce moment, Hyundai i20 a seulement 20 € par mois pendant 5 mois, sans apport, puis 165 € par mois. Hyundai garantit tous ses modèles 5 ans, kilométrage illimité. Pousse pas! Les mains sur la tête! Baisse ta musique! Baisse ta musique! Ça c'est Braco, la série de Canal+. Bien ouais! Tu sais pourquoi on est là? Ouais, vous venez de l'appli télé d'à côté, MyCanal. Vous nous arrêtez pour tapage. Et vous avez tous les programmes de Canal+. Sur ordinateur, tablette et mobile. Et c'est sans engagement. Et c'est fou quand même. Bah alors là les mecs vous me bluffez. Vous devinez toujours tout comme ça. Non, vous parlez fort les gars. En plus les murs sont super fous. Canal+ lance sa nouvelle offre 100% digitale et sans engagement à 19,90 € par mois. Rendez-vous sur mycanal.fr. Tu sais, la poussée est créée par la propulsion. C'est de la physique. L'aérodynamisme d'un avion, c'est de la physique. Et le nombre de passagers détendus à bord, ça, c'est une question d'alchimie. Non-stop you. Lufthansa. Le Mondial de l'Automobile 2016 à Paris Expo, porte de Versailles, c'est du 1er au 16 octobre de 10h à 20h et en nocturne jusqu'à 22h les jeudis et vendredis. Venez découvrir l'exposition événement L'Automobile fait son cinéma. Rendez-vous au Mondial de l'Automobile à partir du samedi 1er octobre à 10h. Marie est infirmière. Quand on se lève à 4 h du matin, mieux vaut avoir tout prévu à l'avance. Mais on ne peut pas prévoir l'imprévisible, comme une voiture qui ne démarre pas. C'est pourquoi GMF dépanne votre voiture 24 h sur 24, même en bas de chez vous. GMF, premier assureur des agents du service public. En ce moment, 2 mois offerts sur votre assurance auto. Cet hiver ne sera pas n'importe quel hiver. Embarquez avec MSC Croisières et découvrez la Méditerranée à partir de 399 € par personne. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière, c'est une croisière MSC. L'Institut Pasteur est un centre international de recherche biomédicale. Plus de 1500 chercheurs venus du monde entier se mobilisent jour après jour pour soutenir leur rage de vaincre. Soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. Alors mon poussin, il paraît que tu vas commencer la danse? La danse, ma mamie, enfin. Je pensais plutôt au basket. Mais t'es pas un peu petite pour faire du basket? Ce qui compte pour venir conclure sous le panier, c'est pas la taille, c'est la vitesse. Sinon, du rugby. Eh oui, mamie, le rugby. C'est ça, la génération beIN-Sport. Retrouvez la plus belle offre de sport avec les Coupes d'Europe de rugby, les plus grandes compétitions de handball ou encore la NBA, seulement sur beIN-Sport. Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous? Clésia, complémentaire santé, prévoyance et retraite. Dans la vie, savoir s'adapter est une preuve d'intelligence. C'est pourquoi Jaguar a développé les 4 roues motrices intelligentes. Jaguar vous offre les systèmes 4 roues motrices et navigation connectée sur les berlines XE, XF. Réservez votre essai sur jaguar.fr. I make an entrance, catch the look on your face, makes me wonder how do you like me now? You make me smile all over the color. You make me smile. Oh, let's go further. You make me smile. Besoin d'un médecin? Sur pagejaune.fr et mobile, prenez rendez-vous en quelques clics avec un médecin. Osez tous les terrains avec la technologie All Mode. Nissan Juke. L'histoire ne fait que commencer.
Nissan Juke, maintenant à partir de 169 € par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Comme tous les professionnels des métiers de service, vous passez tout votre temps à prendre soin des autres. Et vous, qui prend soin de vous? Clésia, complémentaire santé, prévoyance et retraite. Dites, vous cherchez à vendre votre logement? De particulier à particulier? PAP.fr. PAP.fr, ça marche. PAP. Quand je pense au prix que je paye pour mon forfait téléphonique, ça me met en colère. Ça me donnerait presque envie d'aller faire mes courses quand les gens sortent du travail. Sinon, avec Free, le forfait 2 heures est à 0 €. Merci Free. Regardez votre météo avec Century 21, entreprise et commerce, réseau partenaire des commerçants. Notre lundi s'annonce automnal et un petit peu mitigé, particulièrement au nord du pays dès le matin, avec un ciel un petit peu chargé, de l'instabilité parfois orageuse. C'est instable également sur l'extrême sud-est du territoire. Ailleurs, nous avons une alternance entre nuages et éclaircies et même un beau soleil en allant vers ce large quart sud-ouest. Le Mistral souffle pas mal, jusqu'à 80 km/h. Du côté du Mercure, au lever du jour, on passe du côté obscur du thermomètre, moins 1 degré ici pour le Puy-en-Velay, 5 degrés à Lille, 6 à Paris, 11 à Perpignan. Dans l'après-midi, assez peu d'évolution. On retrouve au nord de la Loire ce ciel chargé et un petit peu instable, une instabilité qui se maintient également au sud-est du pays. Ailleurs, c'est plutôt du beau temps. Le vent est toujours présent, régresse un petit peu, 70 km/h autour du golfe du Lion. Pour les températures de notre lundi après-midi, maintenant, on est en dessous des normales de saison. Ça baisse même un petit peu par rapport à la veille. 13 degrés à Strasbourg, 14 à Paris, 19 degrés à Toulouse et 20 à Montpellier. Pour la suite maintenant, nous allons encore retrouver ce ciel un petit peu chargé avec pas mal de grisailles en matinée pour notre mardi. Ça va se dissiper progressivement, mais pour les régions de l'Est et particulièrement le Sud-Est, ce sera un petit peu plus perturbé, du vent présent autour du golfe du Lion. Pour notre mercredi, l'amorce d'une perturbation qui arrive au Sud-Ouest et qui va se déplacer jeudi, ici, vers le Sud-Est du pays en s'activant davantage. À tout à l'heure. C'était la météo avec Century 21, entreprise et commerce, réseau partenaire des commerçants. 5h29, bienvenue, vous êtes sur iTélé. Le débrief se poursuit après ce débat, incroyable débat cette nuit aux États-Unis qui s'est achevé il y a un peu moins d'1 heure maintenant. Des échanges très agressifs, d'une violence inouïe entre Hillary Clinton et Donald Trump. On vous rappelle que c'était le deuxième débat dans la course à la Maison-Blanche. Il en reste un. Et pour répondre aux accusations concernant ses propos sur les femmes, Donald Trump, vous allez le voir, a accusé Bill Clinton. On va l'écouter dans un instant. Laurence Haim est avec nous. On va la retrouver sur place, bien sûr, notre correspondante aux États-Unis, qui a beaucoup de choses à nous dire sur ce débat qu'elle a bien entendu suivi. Nous sommes également en plateau avec Olivier Piton. Bonjour, vous êtes avocat, spécialiste des États-Unis, auteur de la nouvelle révolution américaine. Laurence Haim, on va vous entendre dans un instant. D'abord, on écoute donc Donald Trump qui répond aux accusations concernant ses propos sur les femmes. Il a d'abord expliqué que c'était des propos de vestiaire et puis il a attaqué Bill Clinton. On écoute. Bill Clinton a agressé sexuellement des femmes et Hillary Clinton a attaqué ces femmes. Et d'ailleurs, il y en a qui sont présentes ici ce soir. Et une de ces femmes, à 12 ans, a été violée alors qu'elle n'avait que 12 ans. On voit d'ailleurs dans 2 vidéos Hillary qui rigole au nez de Patty Shelton, cette jeune femme. Elle est ici dans le public ce soir. Et lorsque Hillary soulève ce type de problème et qu'elle parle de paroles qui m'ont échappé il y a 11 ans, je pense que c'est honteux et qu'elle devrait avoir honte d'elle.
Une grande partie de ce qu'il vient de dire est faux. Mais bon, il a le droit de faire fonctionner sa campagne comme il le souhaite. C'est lui qui décide ce dont il a envie de parler plutôt que de répondre aux questions, plutôt que de parler de son programme, de présenter les plans qui, à notre sens, permettront d'améliorer notre vie et notre pays. Bon, c'est le choix de Donald Trump. Quand j'entends de tels propos, eh bien, je me rappellerai toujours de ce que me dit mon amie Michelle Obama. C'est un conseil qu'elle envoie à tout le monde. Elle dit, quand il frappe en dessous de la ceinture, vous frappez au-dessus. Laurent Saïm, incroyable cette partie du débat. Il y en a eu d'autres. Trump comme un lion en cage dans ce débat. Est-ce que vous, qui avez suivi bon nombre de campagnes aux États-Unis, vous aviez déjà vu ça ? Non, c'est complètement historique. On n'a jamais vu une campagne comme ça. On ne sait que penser en regardant Hillary Clinton et Donald Trump. Et on est complètement abasourdi d'une certaine manière en voyant ce degré de violence et en voyant aussi de quelle manière il s'était préparé. Visiblement, Donald Trump voulait absolument, sur les attaques, parler d'Hillary Clinton et de surtout Bill Clinton. Et puis, d'une certaine manière, eh bien, Hillary Clinton voulait détourner très vite l'attention. Et ce qui était très intéressant dans le passage que vous avez vu, c'est de voir Hillary Clinton revendiquer le nom de Michelle Obama. Ça, c'est intéressant parce que dans la campagne 2007, Hillary Clinton et Michelle Obama ne s'entendaient pas du tout. Et maintenant, Michelle Obama est devenue la meilleure amie d'Hillary Clinton, qui rappelle avec beaucoup de dignité que le débat public doit s'élever, qu'il faut faire une autre politique que la politique trash par rapport aux attaques de Donald Trump. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est de voir le visage de Bill Clinton qui était complètement, d'une certaine manière, atterré en écoutant Donald Trump, son ancien ami, parler de certains agissements que Bill Clinton aurait fait il y a évidemment plusieurs années. Laurent Saïm, vous restez avec nous, évidemment. Olivier Piton, on disait avant ce débat, voilà, c'est peut-être le dernier pour Donald Trump, même si on sait que c'est compliqué, qu'il n'y a pas vraiment de procédure pour remplacer un candidat, mais tous ces soutiens républicains qui ont fui ces dernières 48 heures, finalement, il est encore là ce matin. On a débuté ce débat avec un enregistrement audio de 2005 qui le met en cause, où il est sur la défensive, et on termine par une accusation de viol envers Bill Clinton sur une fillette de 12 ans. Donc il est toujours vivant. Il a fait du Trump, c'est-à-dire que il parle à cet électorat de la classe populaire qui est en colère, qui est frustré, qui veut demander des comptes aux élites, et en particulier aux élites de Washington. Il a donc réussi à renverser le cours des événements et à se trouver effectivement d'agressé en agresseur, et donc en position plus dominante aujourd'hui. La question est de savoir au bout du compte ce qu'il va pouvoir en tirer comme bénéfice. Il y en a au moins un immédiat, il est aujourd'hui toujours vivant. Laurent Saïm, est-ce que vous diriez, comme Olivier Piton, on va écouter un autre extrait, mais d'abord sur cette question, est-ce qu'il a réussi à renverser la vapeur, au moins à éteindre un peu le feu dans le camp républicain ? Oui, absolument. Je partage complètement l'avis d'Olivier Piton. C'est-à-dire qu'avant ce débat, on était quand même tous en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Plusieurs journalistes étaient même en train de se demander si Donald Trump allait faire le débat. Le clan républicain voulait la peau de Donald Trump. Et d'ailleurs, demain, on ne sait pas d'ailleurs ce qui va se passer puisque l'establishment, les dirigeants anciens du Parti républicain ne veulent pas que Donald Trump continue. Mais on a quand même eu l'impression, après ces 90 minutes de débat, eh bien, que Donald Trump reste vivant dans l'arène. Et c'est une particularité de Donald Trump et une particularité, à mon sens, de l'époque dans laquelle on vit. Il y a des choses qui se passent depuis un an sur cette campagne qu'on n'a jamais vues. Donald Trump, à chaque fois, et pratiquement chaque mois, dit des énormités. Et puis, eh bien, on est dans l'info continue. On est dans un monde où ça va de plus en plus vite. Il se passe quelque chose le dimanche, le lundi, mardi, mercredi, tout le monde en parle. Et le jeudi, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et on a oublié ce qui s'était passé le dimanche. Et ça, c'est la particularité de cette élection. Et Trump l'a très bien compris, à mon sens. Et il montre l'art de la survie en politique en ce moment. Alors, là, on est dans la vie privée avec des choses terribles qui se sont passées, qui touchent les femmes américaines, qui ont un rapport extrêmement sensible
à la séduction, au harcèlement, au fait que quand vous leur touchez la main sur la cuisse, évidemment, elles vous attaquent tout de suite en disant que c'est terrible. Trump est un homme qui a fait ça souvent et en même temps, maintenant, il dit c'est des propos de vestiaire et ça arrive à tout le monde. On va voir dans les jours suivants si c'est bien pour la majorité des Américains des propos de vestiaire ou si c'est beaucoup plus grave. Ici, ça remet encore une fois en cause qui est Donald Trump et surtout si moralement on peut accepter que le futur président des États-Unis puisse tenir ce genre de propos sexistes. Merci beaucoup Laurent Saïm. On va écouter un nouvel extrait. C'est une promesse qu'a fait Donald Trump. Regardez ce qu'il va faire s'il est élu. Vous savez, les Américains sont furieux. Les gens qui travaillent au FBI depuis des années sont furieux. Ils n'ont jamais connu un cas tel que le vôtre. Lorsque vous avez été inculpé, vous avez éliminé tous ces emails, toutes les preuves. Donc, moi, je vais nommer un procureur pour qu'il puisse se pencher sur votre cas. Parce qu'il y a des gens dont la vie a été détruite et ils en ont fait beaucoup moins bien beaucoup moins que vous. Je vais vous laisser parler tout à l'heure. Veuillez m'excuser, mais tout ce qu'il vient de dire est faux. Bon, ça ne me surprend pas, bien sûr. Lors du premier débat, eh bien, nous avons dit que ce serait impossible de fact-checker Donald tout le temps. Moi, je n'ai pas pu parler de tout ce que je souhaite faire et comment améliorer la vie des Américains. Donc, une fois de plus, rendez-vous sur mon site hillaryclinton.com. Nous avons la possibilité de fact-checker en direct Donald Trump. Et lors du dernier débat, des millions de personnes l'ont fait. J'espère que des millions de personnes continueront de le faire lors de ce débat. Parce que, vous savez, c'est assez formidable de voir que quelqu'un comme Donald Trump pourrait devenir responsable. Il pourrait devenir responsable de la justice dans notre pays. Voilà, Donald Trump qui a également, à un moment du débat, qualifié Hillary Clinton, ça durait que quelques secondes, hein, mais de devil, de diable. Olivier Piton, on a un candidat qui dit à une candidate, si je suis élu, en gros, vous irez en prison. Oui, c'est quand même un cas unique, hein, on est dans démocratie. Donald Trump dit, Bill Clinton a violé une fillette, donc il ira en prison, et puis il mettra également Hillary Clinton en prison pour les 33 000 emails qui ont été effacés. Donc en fait, il va mettre le couple entier en prison. On est face là au paroxysme de l'agressivité dans ce débat, mais derrière cela, le discours de Donald Trump est un discours clairement anti-élite, c'est-à-dire vous avez failli, vous mentez, vous trichez, vous allez payer parce que vous devez payer. On est vraiment sur cette logique des élites d'un côté contre le peuple de l'autre. Laurent Saïm, on a un peu du mal à voir comment ça pourrait être pire après un tel débat. On a du mal à imaginer, vu d'ici, qu'un candidat puisse dire à un autre « si je suis élu, vous irez en prison ». Est-ce que ces paroles, elles ont provoqué autant d'émotions aux États-Unis, j'allais dire, que vu d'ici en France ? Ah oui, et je partage complètement l'analyse d'Olivier Piton. C'est quand même absolument insensé ce qui s'est passé et d'une certaine manière inquiétant pour les règles démocratiques traditionnelles qu'on connaît tous. On est sur des histoires de viol d'un ancien président des États-Unis, avec un candidat à la présidence des États-Unis qui maintenant dit « je vais mettre en prison sa rivale ». On est dans des attaques qu'on n'a jamais vues sur la vie privée, des vidéos qui sortent, des gens qui disent « on ne le soutient plus, mais on ne sait pas ce qui va se passer ». On est dans l'incertitude la plus totale au moment où il me semble le monde va très mal. Que va-t-il se passer maintenant dans cette élection folle? Parce que c'est comme ça aux États-Unis qu'on l'appelle, cette campagne folle. Eh bien, personne ne sait. En tout cas, ce qu'il faut retenir de manière sérieuse, c'est qu'il y a une classe moyenne qui souffre. Il y a une inégalité économique terrible dans ce pays. Donald Trump parle à une partie de cette Amérique qui souffre. Il a une caisse de résonance. Dans les primaires américaines, 38 États sur 50 ont voté pour lui. Ça, ce sont des faits. Hillary Clinton, elle,
est une candidate qui a énormément d'expérience, qui connaît parfaitement ses dossiers, qui sait de quoi elle parle, qui a une machine extraordinaire derrière elle, qui a l'expérience du pouvoir, mais elle n'est pas aimée par une partie du pays. Et on est dans cet affrontement avec des choses qui ressurgissent sur le passé de Donald Trump qui sont bien évidemment totalement incroyables contre lui, mais on sent une grande colère monter de plus en plus avec des acteurs d'Hollywood qui disent maintenant il faut frapper au visage Donald Trump. On ne sait pas ce qui va arriver et ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque jour suffit sa peine et c'est vraiment la devise de cette campagne incroyable à laquelle nous assistons tous. Incroyable, vous l'avez dit, Laurence Haïm, et c'est pour cette raison, lorsque vous parliez de la colère du peuple, en tout cas d'une certaine partie du peuple américain aux États-Unis, Olivier Pitot, c'est peut-être pour cette raison que durant tout le débat, Donald Trump a mis en œuvre une équation, Hillary Clinton égale Barack Obama. Oui, il a mêlé les deux. En fait, il tient Hillary Clinton et Barack Obama responsables de tout ce qui va mal dans le pays depuis une trentaine d'années. Donc, il joue à fond sur la partition des élites qui ont failli. Et du peuple qui demande réparation. Donc il est sur ce schéma-là. C'est le schéma qu'il avait un tout petit peu tenté d'adopter lors du premier débat, mais il n'avait pas réussi, il s'était perdu. Là, quand on a passé cette phase de crise et de tension extrême, avec deux candidats qui ont quand même été groggy, sans doute Hillary Clinton un petit peu plus que Donald Trump. Trump a redéroulé son discours qui, encore une fois, s'adresse exclusivement à cette, comme le dit très bien Laurence, à cette classe moyenne et populaire paupérisée, qui souffre de délocalisation, qui a connu les subprimes, qui aujourd'hui demande des comptes à ses élites. Aussi bien d'ailleurs Washington, donc les élites politiques, que Wall Street. Il faut rappeler un sondage de Forbes, donc des 100 plus grandes fortunes américaines. Les 100 plus grandes fortunes américaines ont toutes apporté leur soutien à Hillary Clinton. Un sondage YouGov États-Unis auprès des téléspectateurs indique que Clinton aurait gagné le débat selon 47% des personnes interrogées contre 42% pour Trump. Je pense que Laurence Haïm, vous allez peut-être me contredire, mais qu'il s'agit là de sortes de sondages en temps réel. Vraiment, il y en aura d'autres peut-être plus aboutis. Il y a quelque chose, Laurence Haïm, dont on a peu parlé aussi et qui paraît complètement fou vu d'ici, vu de France, c'est la Russie. On va écouter ce que dit Hillary Clinton sur Vladimir Poutine, sur les liens de Donald Trump avec la Russie. On se croirait un peu dans les années 80. Ce qui est en jeu ici, c'est l'ambition et l'agressivité de la Russie. La Russie a décidé que c'est le tout pour tout en Syrie. Et il souhaite également que le prochain président des États-Unis, ce ne soit pas moi, parce que moi, j'ai fait face à la Russie, j'ai fait face à Vladimir Poutine et je continuerai de le faire en tant que présidente. En effet, je pense que sur certains domaines, nous pouvons négocier avec les Russes et c'est parfaitement acceptable. C'est ainsi que nous avons négocié un traité pour réduire le nombre d'armes nucléaires. C'est ainsi que nous avons négocié également un accord nucléaire sur l'Iran. Vous venez d'entendre parler de la secrétaire d'État. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense qu'à un certain moment... Pardon, mais vous saviez très bien ce qui se passait et j'ai bien peur que Obama vous ait écouté à l'époque. Obama, vous savez, c'est lui qui place le curseur et tout le monde lui a ri au nez. Et pourtant, Hillary Clinton dit qu'elle a tenu tête à la Russie. Et pourtant, leur programme nucléaire en Russie s'est développé ces dernières années. On ne devrait pas autoriser cela. Notre programme nucléaire est vieux, il est presque obsolète, ce qui n'est pas le cas des Russes. Laurence Haïm, les propos d'Hillary Clinton, au-delà du côté Vladimir Poutine soutient la candidature de Donald Trump, on a l'impression d'être en pleine guerre froide lorsqu'elle parle de la Russie, Hillary Clinton. Oui, mais c'est par rapport à la Syrie, c'est que l'Amérique d'Obama condamne complètement les agissements de la Syrie. En ce moment, en Syrie, les Américains à la Maison-Blanche, les conseillers de Barack Obama, et donc d'une certaine manière, ces conseillers qui sont aussi en rapport quotidien avec les conseillers d'Hillary Clinton, critiquent très durement l'agissement des Russes en Syrie. Ils ne sont pas d'accord, ils ont l'impression d'être trahis, notamment sur Alep. Et puis, il y a
a tout ce piratage informatique et les Américains, encore une fois, sont persuadés ici que les Russes veulent interférer dans la campagne électorale, qu'ils piratent certains sites de campagne et c'est extrêmement sensible en ce moment. Ce sera pour le prochain président un dossier encore une fois très sensible, de régulariser ou non une relation qui semble compliquée à l'heure actuelle avec le président Poutine. Laurent Saïm, Olivier Piton, sur cette question de la Russie et des attaques de Hillary Clinton. À l'entendre, c'est Vladimir Poutine qui essaye en ce moment de faire gagner Donald Trump. Oui, d'abord, il y a une sorte de reconnaissance de Vladimir Poutine comme étant l'acteur majeur et l'adversaire majeur des États-Unis en politique internationale. Il a été cité à de très nombreuses reprises, de manière assez agressive d'ailleurs, par Hillary Clinton. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est le retour, d'une certaine manière, c'est l'hommage rendu à la Russie de Vladimir Poutine en creux. Deuxièmement, oui... Toute la stratégie d'Hillary Clinton a toujours été de démontrer ou de tenter de démontrer que Donald Trump était soit l'allié, l'ami de Vladimir Poutine, soit son jouet. L'un pouvant d'ailleurs coïncider avec l'autre, pour tenter de le discréditer. On a donc effectivement ce petit retour vintage avec la Russie qui redevient le grand méchant et la volonté de discréditer l'adversaire en l'associant justement à la Russie. Dans les postures idéologiques, ce qui est incontestable, c'est que Hillary Clinton se positionne comme étant interventionniste. Elle l'a dit à de nombreuses reprises, elle n'hésitera pas à s'opposer à Vladimir Poutine, notamment sur le dossier syrien, et sur le dossier iranien, pour éviter justement que la Russie ne prenne trop d'emprise, en particulier dans cette région, alors que Donald Trump est beaucoup plus sur une posture isolationniste. Il dit d'ailleurs même clairement qu'il tend la main à la Russie, qu'il faut trouver un accord avec la Russie pour lutter contre Daesh. Daesh étant l'ennemi principal. Et donc, on a deux postures idéologiques assumées qui sont d'ailleurs les mêmes depuis le début de la campagne des deux candidats. Et Donald Trump qui dit au passage « Je n'ai jamais fait d'affaires avec la Russie ». Je crois qu'il a même ces mots « Je ne connais pas bien la Russie ». Enfin, je connais ce que tout le monde en connaît, mais je ne connais pas bien la Russie. Sur ce rapport entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Laurent Saïm. C'est absolument pas simple, Florent. Et ce qui était très frappant pour moi, c'était d'entendre Donald Trump ce soir dire ça, alors que le 1er août, j'étais à un meeting dans une petite ville de Pennsylvanie avec Donald Trump et que devant toute une salle remplie, Donald Trump s'est vanté de dire, et vraiment on l'a entendu, on était sur place, Donald Trump disait « Vladimir Poutine considère que c'est un génie et il a raison, je suis un génie et d'ailleurs quand je serai élu à la Maison-Blanche, eh bien, à un moment donné, il faudra parler avec Vladimir Poutine. » Il y a des liens pas simples qui, visiblement, ont été établis entre Donald Trump ou certains de ses conseillers et Vladimir Poutine. Personne ne sait ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a beaucoup de journalistes qui enquêtent sur les affaires que Donald Trump aurait fait en Russie et de quelle manière certaines affaires auraient été faites. Et ça, si Donald Trump est élu président, eh bien, ce sera un dossier extrêmement sensible. Et c'est tellement sensible qu'il y a 15 jours, Mike Pence, qui est le vice-président potentiel de Donald Trump, qui est son colistier, a condamné en termes très forts Vladimir Poutine et a reconnu devant des journalistes qu'il ne partageait pas du tout les mêmes opinions sur Vladimir Poutine que Donald Trump. Donc ce sera à surveiller si évidemment Donald Trump arrive à la Maison-Blanche. Ce sera une relation, on ne sait pas. On ne sait pas ce que sera la relation Trump-Poutine dans le monde actuel. On va bientôt marquer une petite pause, mais avant cela, j'aimerais avoir votre avis à tous les deux, une sorte de résumé, non pas, j'allais dire, qui a gagné, mais est-ce qu'on peut se dire ce matin, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, que finalement, Donald Trump s'en sort mieux que prévu, même s'il n'a pas gagné. Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Piton ? Complètement. Premier point, Donald Trump est toujours vivant, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième aspect, on est probablement vers un match nul, on va probablement se diriger vers un match nul pour une simple et bonne raison, c'est que les médias ne vont retenir que la séquence trash des 15 premières minutes, avec sans doute une focalisation sur Bill Clinton et sur ce qu'il a fait ou pas fait. Au bout du compte, ce qu'il en sort, c'est que
Tout le monde attendra lors du 3e débat, qui va se dérouler le 19 octobre, tout le monde essaiera de savoir si on va de nouveau se diriger vers un affrontement extrêmement fort ou au contraire, si on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus classique. Laurent Saïm, votre avis à vous, c'est mieux que prévu pour Donald Trump ce matin ? Un peu mieux, on est quand même dans l'imprévisible. Moi, j'attends de savoir comment le Parti républicain ce lundi va réagir. Est-ce que, comme avant le débat, on avait le sentiment que le Parti républicain était en train de préparer une offensive contre Trump? Est-ce que cette offensive va avoir lieu et de quelle manière? Ça va être à surveiller parce qu'il y a des gens très importants au sein du Parti républicain qui disent publiquement « nous ne voulons plus de Trump, il faut le forcer à partir ». Il y a une conférence téléphonique qui va être faite dans la journée de ce lundi avec des gens très importants, encore une fois, du Parti républicain pour parler de cela. Donc, il va falloir attendre. En tout cas, encore une fois, léger avantage à Trump parce que, comme Olivier le soulignait, eh bien, il a tenu pendant 2 heures. Il est venu au débat. Il semble maîtriser certains de ses dossiers. En tout cas, il ne cesse d'affirmer avec ses conseillers qu'il se battra jusqu'au bout et qu'il n'est pas prêt d'abandonner et qu'il représente une partie du peuple américain rejeté par les médias et rejeté par, comme il le dit, l'establishment républicain.